Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro d'Afro Business. La ZLECAf à la une cette semaine. Quelles avancées pour la zone de libre-échange continentale africaine? Les entreprises du continent sont-elles aujourd'hui prêtes à affronter la rude concurrence dans cette guerre économique dans laquelle des non-africains se positionnent pour avaler les plus grosses parts de marché? On parlera de ces questions avec Jacques Ndébi. Il est administrateur directeur général de AB Certification en Afrique subsaharienne. Et de plus en plus de pays ouvrent leurs frontières à tous les ressortissants africains pour, selon eux, accroître davantage les différents marchés. Une suppression de l'avis du président rwandais Paul Kagame qui vise à tirer parti de la croissance économique sur le continent africain, stimulée par l'essor de la classe moyenne. L'initiative du commerce guidé lancée à Accra, au Ghana pour sa première phase le 7 octobre 2022 vise donc à permettre les échanges commerciaux significatifs et surtout à tester l'environnement opérationnel, institutionnel et juridique et de politique commerciale dans le cadre de la ZLECAf. Une initiative pilote qui fait malheureusement face à de nombreuses exigences aujourd'hui. La question est celle de savoir si les différents États africains sont-ils prêts à remplir ces différents accords? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en œuvre des diligences internes nécessaires pour aujourd'hui être prêts malgré les différentes difficultés rencontrées? On regarde ce sujet. Plus d'un an après son lancement, il conviendrait de faire le bilan de l'initiative de commerce guidé lancée à Accra au Ghana le 7 octobre 2022. Cette initiative pilote, dont l'objectif est de permettre des échanges commerciaux significatifs et attester l'environnement opérationnel, institutionnel, juridique et de politique commerciale dans le cadre de la ZLECAf, offre des avantages comme par exemple la réduction des tarifs douaniers sur 96 produits dans 7 pays. Problème, les difficultés auxquelles font face les populations dans l'application des mesures prises. Certaines évoquent les complications dues à l'obtention de la remise douanière, faute de réelle communication et de synchronisation du système. L'initiative s'élargit progressivement à de nouveaux pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie ou encore les Comores, qui rejoignent les 7 pays déjà impliqués. La liste des produits s'élargit également aux services, notamment financiers, avec de gros efforts pour faciliter les échanges bancaires. Et peu à peu, la ZLECAf, qui s'est donné 13 ans pour atteindre tous les objectifs de la libéralisation de son marché, avance pour faire ses preuves. On peut avoir les premiers résultats, notamment l'exemption de visa par plusieurs pays comme le Kenya, le Rwanda ou encore la Tanzanie. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par Jacques Ndébi, administrateur directeur général de AB Certification en Afrique subsaharienne, sur les challenges auxquels font face les économies du continent qui se préparent petit à petit. À tout de suite. Bonjour Jacques Ndébi et bienvenue dans Afro Business. Merci de me recevoir dans Afro Business. Alors, la ZLECAf, on est là, ou presque. Nous sommes dans les dernières finitions, on peut le dire, sur le continent africain. La question que je vous pose à l'entame de cet entretien, les 54 économies du continent africain sont-elles prêtes quand on a des pays comme le Kenya et le Rwanda dernièrement qui viennent d'interdire, justement, de supprimer les visas pour tous les ressortissants africains? Est-ce qu'on peut dire là que c'est une belle avancée en matière d'économie pour les pays africains? Supprimer ou autoriser les gens de circuler sans visa. On a supprimé les visas. On a supprimé les visas, c'est une avancée parce que ça permet aux gens de passer d'un point A vers un point B sans avoir des problèmes particuliers entre les frontières. Et lorsque, je vois par exemple, il y a 2-3 mois, des personnes qui viennent du Congo RDC, ils viennent de Congo-Brazzaville, ils doivent venir à Douala. Ils prennent d'abord un premier visa pour Yaoundé. Mais comme il faille qu'ils reviennent à Yaoundé, à Douala, il leur faut notre visa. Pourtant, ils sont déjà au Cameroun. Vous voyez, ça cause quand même un problème de circulation de la population. Un frein notamment pour parler d'économie. Un frein notamment pour parler d'économie, effectivement. Alors que lorsqu'on libère les frontières, ils partent directement de Kinshasa, ils viennent à Douala sans problème. Alors ça veut dire qu'on devrait peut-être suivre les exemples kenyans ou encore rwandais? Oui, effectivement, les exemples kenyans et rwandais sont ce qu'on devrait suivre. Parce que lorsqu'on regarde l'Union européenne, quand ils disent on a ouvert l'Union européenne, vous entrez dans un pays où vous circulez librement. Il faudrait tout de même savoir que le chemin vers une Afrique sans visa comporte d'énormes et gros challenges. Ça ne sera pas facile pour tous les pays, justement, de supprimer les visas pour les entrées sur leur territoire.
Effectivement, ça ne va pas être facile. Parce que c'est là qu'on j'entre vite fait dans les éléments de normalisation et tout ça. Ça veut dire donc dire qu'il faut d'abord définir des règles de fonctionnement, s'assurer que ces règles de fonctionnement sont atteintes, s'assurer que le niveau de compétence des personnes sont atteints avant de libérer. Parce qu'on ne libère pas comme ça au hasard. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas l'impression que chaque pays a ses normes, alors qu'une norme globale africaine serait peut-être plus profitable et plus intéressante pour les continents, les pays africains? Justement, chaque pays a ses normes parce qu'il y a ses coutumes, ses éléments de coutume, de culture, d'histoire qu'on devrait quand même préserver. Après, il y a quand même des choses communes qu'on devrait tout avoir. Par exemple, la partie commune, on pourra revenir là-dessus au niveau de la ZLECAf, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure qualité, qui permet de s'assurer que partout, on retrouve à peu près les mêmes choses. Quand vous avez un permis international, vous avez dans la zone francophone, française par exemple, vous avez un permis international. Quand vous allez maintenant dans une zone anglophone, vous aurez le même permis, mais tout est traduit en anglais. Si vous allez dans des pays d'Asie, vous aurez la partie du permis où tout est traduit en arabe. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on doit d'abord permettre aux gens d'avoir un certain niveau, afin que le papier qui est utilisé soit compris par tout le monde et traduit comme pour tout le monde. Mais on avait justement l'impression que la zone de libre-échange continentale, vu qu'elle avait déjà été annoncée, on avait l'impression que ces problèmes de normalisation avaient été réglés au préalable. On a l'impression d'une charrue avant les bœufs, M. Ndébi. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traitées parce qu'on n'a pas été souvent comprises, n'est pas définies dans les règles de l'art. Et il y a, par rapport à ces problèmes de définition, on se retrouve très très embêté parce que quelqu'un comprend A alors qu'il fallait comprendre B et il fallait dire C. Et voilà, c'est tous ces genres de choses qu'on continue à vivre avec l'arrivée de la ZLECAf. Alors, on a quand même plusieurs chocs. On a le coronavirus, on a eu d'autres épidémies qui ont ici freiné le développement, notamment le produit intérieur brut du continent africain, qui était à 4,8% en 2021, 3,8% en 2022, mais avec quand même de très belles perspectives pour les années 2023 et 2024. On parle d'une stabilisation de 4,1%. On pourrait entrevoir là un réel atout pour les économies africaines. Effectivement, si on trouve les atouts sur l'économie africaine avec la ZLECAf, ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'économie africaine. C'est quoi l'économie africaine? C'est l'économie des produits africains. C'est quoi l'économie des produits africains? C'est ce que nous faisons, consommer local, fabriquons local, écrivons nos règles locales pour qu'on s'entende. Parce que pour l'instant, quand on va dire on utilise les règles, c'est les règles d'ailleurs que nous devons utiliser et on ne comprend pas très bien le contenu des règles d'ailleurs. C'est ça qui nous cause un peu des soucis. Mais justement, on a le Made in aujourd'hui qui a du mal à décoller. Je prends par exemple le Made in Cameroun. On a les consommateurs qui se plaignent de la cherté des produits Made in. Est-ce que ce n'est pas là également un frein? On parle aussi de matières premières. Il y a un véritable problème à ce niveau, M. Ndébi. Made in, ça veut dire Made in Cameroun, ça veut dire fabriqué au Cameroun. Les bières je ne cite pas les noms, c'est du Made in Cameroun. Les bus, Sotrabus, c'est du Made in Cameroun. Vous voyez, quand on parle Made in Cameroun, les gens pensent surtout aux produits agroalimentaires. Mais tout ça, c'est le Made in Cameroun. Maintenant, si je reviens sur ces entreprises dont je ne cite pas les noms, elles sont Made in, elles fabriquent au Cameroun, et elles ont une organisation. Cette organisation, c'est les organisations qui sont certifiées ISO 9001. Est-ce que nos producteurs ont une organisation, un système qui fasse en sorte qu'ils soient sérieux et réguliers? Non, on ne l'a pas. Donc on a dit, comme c'est made in, je fabrique mon pot, je mélange, je mets une étiquette, on dit voilà, c'est bon, et je mets sur le marché. Donc toute l'organisation nécessaire que les autres ont mise en place depuis plus de 40 ans, nous ne l'avons pas, on ne le comprend même pas. Et c'est ce qu'on devrait d'abord comprendre à ce moment. Et la difficulté se situe donc à quel niveau aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que les produits camerounais, africains, ont du mal à se vendre dans les pays étrangers, notamment l'Union européenne. On a beaucoup de restrictions, ce qui freine véritablement les échanges et l'économie africaine. Oui. Là maintenant, on arrive sur le point de définition. Quand on dit made in, ça veut dire on entend la normalisation. La normalisation, c'est de définir un nombre de règles ensemble dans la communauté et que les gens s'entendent là-dessus. Donc, si on prend par exemple les normes, puisque on vient de passer la journée mondiale de la normalisation,
Quand on parle de normes, c'est un ensemble de pays qui s'entendent sur certaines règles pour dire que si vous voyez telle chose, chez moi, voilà comment ça se passe. Et c'est les grandes lignes directrices. Parce qu'on ne peut pas tous faire pareil. On vous donne les grandes lignes directrices. Chez vous, vous devez faire ceci, l'autre, voilà ce qu'il fait. Donc on parcourt cela, on peut dire, OK, il est certifié par rapport à ça. Donc on peut parler maintenant de certification de système, c'est-à-dire d'organisation et des certifications de produits. La certification de système, c'est la certification de l'entreprise totale, y compris des produits qui y sont. Donc, vous êtes obligé de tout organiser, de vous assurer que tout se passe très bien. Vous avez les éléments d'analyse au niveau de vos laboratoires et vous assurez que le produit qui sort est conforme à tous les prérequis, toutes les dispositions qui ont été mises en place. Cette approche est l'approche la plus économique au monde pour les démarches qualité. Donc, si vous avez mis en place ces démarches, pour une petite entreprise, ça peut être aux alentours de 5 à 10 millions. Elle est tranquille, qu'elle fasse 150 000 produits, et 150 000 produits sont conformes. Et nous, on a confondu ça avec la certification de produits. La certification de produits, ça veut dire que c'est un produit qui est certifié. J'ai 100 produits, si le coût de la certification d'un produit est 200, j'ai 100 produits, je multiplie par 200. Combien de marge j'ai pour faire fonctionner mon entreprise? Donc, on commence à comprendre la confusion entre la certification de produits et la certification de système. Quand ils ont mis les APE, c'était pour dire, pour baisser les prix, ouvrir les marchés, casser les taxes de douane, il fallait que les produits soient certifiés, bien sûr certifiés. Un produit qui sort d'une entreprise certifiée, est certifié ISO dans son système, est vraiment certifié. Chez nous, on a dit, il faut que le produit soit certifié. On s'en fout du système, on s'en fout de l'organisation. On dit, tu as ton produit est certifié, c'est quoi? Il a mis quelques 2 ou 3 étiquettes, il est certifié. Donc, quand on met maintenant les éléments de normalisation, la normalisation, quand on la met en place, elle est volontaire. L'application des normes, elle est strictement volontaire. Si on la rend d'application obligatoire, on entre dans le monde de la réglementation. Très bien. Une fois qu'on est dans la réglementation, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce qu'on vend la loi? Et pourquoi ici on vend la loi? On dit la norme sur l'étiquette est d'application obligatoire. Donc, si vous pouvez l'avoir, vous devez connaître le contenu. Mais il faut d'abord que vous l'achetiez. Si vous l'achetiez, vous ne saurez pas là, on peut vous frapper. Donc, ça veut dire que si on a rendu la norme d'application obligatoire sur l'étiquette, on doit la distribuer à tous les producteurs. Donc, à ce niveau, on fait également face à la difficulté d'accès au contenu, à la norme, à la qualité, aux règles même. On a l'impression, c'est la raison pour laquelle on n'est pas arrimé à la concurrence. On n'a pas la difficulté d'accès à la norme. On a la difficulté d'accès à la réglementation. Parce que la norme se vend, ça c'est sûr, puisqu'elle est d'application volontaire. Vous voulez savoir le contenu, vous l'achetez. Mais si on me dit que vous êtes obligé de l'appliquer, on doit vous la donner pour que vous sachiez le contenu. Ça, c'est déjà un point très important que nous avons déjà. Donc, si les gens n'ont pas le contenu, vous avez 10 produits, 10 éléments, s'il faille que vous achetiez pour 6 millions de francs de documents, de papier, mais combien de marge vous allez avoir en retour? Vous comprenez, c'est justifié que les coûts des produits made in Cameroun soient élevés. Et quand on prend maintenant le coût des produits made in Cameroun, on voit que c'est très élevé. Ils ne peuvent plus mettre une démarche qualité sérieuse parce que ça les étouffe et ça les étrangle. Alors, forcément, AB Certification a eu à accompagner certaines entreprises. Au Cameroun, aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire? Depuis lors, vous avez eu à faire beaucoup de travail sur le terrain en matière d'accompagnement des entreprises. En fait, nous assistions des entreprises, des campagnes de sensibilisation, d'information pour que les gens soient certifiés. Parce que nous travaillons avec des sociétés de conseil qui permettaient de le mettre en place. Il y a plus de 200 produits certifiés qui vont dans ce sens-là. Plus d'une trentaine d'entreprises, quarantaine d'entreprises qui avaient passé la première étape. Et après maintenant, avec le fait qu'on rend tout d'application obligatoire, c'est-à-dire la réglementation, les gens sont un peu bloqués. Donc, c'est compliqué pour que ça marche. Mais maintenant, si on reste sur cette partie, on dit, bon ok, d'accord, il faille appliquer tous ces éléments. On doit faire comme ailleurs, on doit avoir ce qu'on appelle dans le pays un
une infrastructure qualité, c'est un sujet qui est abordé partout où on parle à ZLECAf, des choses comme cela, pour reconnaître les compétences des personnes qui mettent le cachet à des certificats. Pour que les choses fonctionnent dans l'infrastructure qualité, puisque les gens en parlent même je crois qu'il y avait des salons au niveau de la ZLECAf, je crois au Burundi, des choses comme cela. On sait que pour que les choses se passent, il y a un équilibre. Le plan, c'est 3 points. Poser quelque chose là, il faut 3 points pour l'équilibre plan. Le premier point, c'est la normalisation. La normalisation, c'est d'écrire les règles, tout ce qu'il faut, les normes, tout ce que vous voulez, normes sur l'étiquette, tout ce que vous voulez. C'est le premier point. Le second point de fonctionnement, c'est la métrologie. Très bien. Qui c'est qui s'occupe de l'étalonnage de tous les équipements de contrôle qui sont au Cameroun? On n'a personne. Ça manque. Quand on parle maintenant d'autres choses, ça s'appelle l'évaluation de la conformité, les accréditations et tout ça. Qui c'est qui le fait? Ça manque. Ça veut dire qu'on a sur un truc là, pas en équilibre. En déséquilibre. Oui. Une fois qu'on a parlé de ces choses, il y a une troisième chose, une quatrième chose qu'on oublie, ça s'appelle les acteurs de la qualité. Très bien. Dans les acteurs de la qualité, c'est comment forme-t-on les jeunes? Comment sont formés les consultants? Comment est formée la presse pour diffuser l'information? Les Japonais, pour ressortir, ils ont fait de grosses campagnes d'information, de diffusion de l'information. Presque à tout le monde, ça devrait le faire. Aucun étudiant ne devrait sortir Bac+5, quelque filière que ce soit, s'il n'a pas eu des cours sur le management de la qualité. Ça devrait être obligatoire. Mais quand quelqu'un sort, qui n'a pas toutes ces bases de management, comment voudriez-vous qu'il dirige une entreprise, une structure, et que les choses fonctionnent? Donc vous voyez déjà toutes ces lacunes de fond que nous avons, que nous devions travailler. Vous voyez, c'est immense. Est-ce que le challenge concerne uniquement le Cameroun ou l'Afrique centrale particulièrement se retrouve dans les mêmes problèmes? Nous sommes dans le même problème avec l'Afrique centrale. Ça nous concerne tous, tous et tous. Je vous ai dit tout à l'heure que on n'a parlé que du produit. Mais pour que le produit soit bien fait, il faut que les têtes soient bien formées. Est-ce qu'on parle des certifications des universités? Est-ce qu'on parle de l'organisation des gens qui forment les enfants de l'avenir? On n'en parle pas. Comment voudriez-vous que les choses s'avancent si nos enfants qu'on prépare pour les générations futures ne sont pas traités? Comment ça va se passer? Ça ne va pas se passer. Ailleurs, ils l'ont fait. C'est pour cette raison qu'on parle de certification des produits, des systèmes depuis les années 90. Nous, on commence là. On parle de l'université. Qui c'est qui en parle? OK, l'université, c'est pas grave. Notre santé. Vous tombez malade là. Les médecins, les hôpitaux. Combien d'hôpitaux sont certifiés pour s'assurer que toute personne qui est dans un hôpital, les tests et les protocoles soient respectés partout? Est-ce qu'on en parle? Que nenni, c'est comme si ça n'existait pas. Pourtant, notre santé est plus importante que le petit repas qu'on mange. Vous voyez, donc, là où c'est très, très important. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule polyclinique au Cameroun qui est certifiée sur plusieurs choses. C'est comme si le ministre même de la Santé... Mais peut-être les entreprises où le gouvernement n'éprouve pas le besoin de certifier à ces différentes entreprises. Et pourtant, c'est un impératif, justement, au développement économique. Bien sûr que le gouvernement... on revient sur les éléments de définition. Qui doit définir la politique qualité d'un État? C'est le ministère des Mines et de l'Industrie au Cameroun. Est-ce lui qui s'en occupe? Quand on va aller au Cameroun, lorsque vous allez commencer à parler de la qualité, tout ça, on va vous dire c'est la Nord. Mais le patron de la Nord, c'est le ministre de l'Industrie. Donc ça, c'est le rôle, les prérogatives du ministère de l'Industrie qui doit dire, bon, pour le développement de la qualité, voilà ce qu'on doit faire. On devrait, avec ses partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur, tout le monde doit être, par exemple, avoir la certification universitaire camerounaise. Elle existe depuis 2015. Est-ce qu'on sait que ça existe, ça? Donc, toutes les universités devraient l'être, avec un certain nombre de choses particulières là, qui montrent comment gérer, on a su les enseignants, le suivi des programmes, tout cela. Après, il va dire, Monsieur le ministre de la Santé, puisque c'est là, dans toutes les universités, les EPS, tout ce que vous voulez, les écoles d'ingénieurs, il va falloir qu'on le fasse. Puisque c'est lui qui est au centre de la qualité au Cameroun, le ministre des Mines et de l'Industrie. Ça, c'est son rôle. Quand il faut passer cela,
on a vu les éléments. Ah, vous tombez malade. On vous prélève vos analyses. Est-ce qu'on est sûr que les résultats qui sortent du laboratoire sont fiables? Très bien. Donc, pour que ce soit fiable, il faille qu'on ait un organisme d'accréditation qui s'assure que tous les résultats d'analyse sont fiables. On vous prélève des résultats. Pour moi, je prends toujours le secteur de la santé qui est très, très sensible. Vous allez prélever les résultats d'analyse. On vous les apporte. On doit donner ces résultats d'analyse au médecin qui doit prendre une décision tout de suite. Si se trompe, il vous tue. Alors que si c'est pour la nourriture, ce n'est pas grave, vous pouvez vous faire vomir. Oui. À quel moment on se concentre sur tout ce qui concerne l'accréditation des laboratoires? Ailleurs, c'était souvent pour le démarrage, c'est toujours le ministère de Mines et l'Industrie qui s'occupe de ça en créant l'activité d'accréditation dans son département. Au Cameroun, ça devait être la division de développement de la qualité qui le fasse. Et c'est lui qui accrédite, qui dit voilà les éléments nécessaires pour que tous les laboratoires, que ce soit les laboratoires d'analyse normale et que les laboratoires d'analyse médicale, d'abord les laboratoires d'analyse médicale. Combien a-t-on de laboratoires accrédités au Cameroun? Je crois qu'il y a 2 ou 3. Donc c'est un sujet très sensible. Dans l'accréditation des laboratoires, ce n'est pas le laboratoire qui est accrédité, ce sont les méthodes d'analyse qui sont accréditées. Donc, c'est à nous de voir dans notre pays quels sont les types d'analyses qui sont très importants sur la santé, qu'on les spécialise dans les grands hôpitaux et chaque laboratoire dans ces secteurs s'accrédite sur ça, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin d'évacuer des gens pour avoir des résultats d'analyse. Bon sang, on a tout ici. Venons-en justement aux entreprises, notamment les entreprises locales. Quelles sont aujourd'hui de taille à faire face à la concurrence quand on sait les défis? Justement, on parlait de normalisation, on parlait de normes et de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises locales des différents États africains sont prêtes à faire face à la concurrence? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a tous programmé la tête des gens sur la certification de produits. On n'a pas dit aux gens que lorsqu'on parle de qualité, c'est le management, c'est l'organisation, c'est l'entreprise globale. Qu'il fallait certifier. Qu'il faut certifier. Voilà. Quand vous allez dire aux gens, est-ce que vous parlez de qualité ou de certification, on vous dira, est-ce que tu as le certificat de conformité? C'est ce qui sort. Donc le terme certificat de conformité ne devrait même plus exister. Donc on prend encore du retard vis-à-vis de ça. Quand on parle de certificat de conformité, on met produit. Si on met produit, le chef d'entreprise, il va prendre 2 ou 3 petites personnes pour dire, bon, tu as vu mon produit, là, analyse-le, goûte-le très bien, voilà comment ça se passe. Quand c'est bien, tu fermes, tu mets la température, tu prélèves, tu vas au laboratoire et tu vends. Mais il n'a rien dit sur comment s'assurer que le produit qu'il fait répond d'abord aux attentes du marché. Quand je prends par exemple la définition de la qualité, c'est répondre aux besoins de nos clients et de consommateurs. Nous sommes à peu près 10 millions, non, 30 millions de Camerounais. Dans les 30 millions de Camerounais, si je veux faire un produit, il fallait que ce produit satisfasse nos 30 millions de Camerounais. Dans nos 30 millions de Camerounais, on a un tiers de notre population qui est musulmane. Oui. Voilà. Vous allez voir que tous nos frères non musulmans, quand ils font le produit, ils ne mettent pas le logo halal, c'est-à-dire qu'ils marginalisent 10 millions de personnes. Très bien. Et ça se passe chez nous. Et c'est au vu et su de tout le monde, personne ne dit rien. Quand vous voyez maintenant les étrangers là, qui viennent, grosses multinationales, quand ils mettent leurs produits sur le marché, ils mettent le logo halal sur tous les produits, et ces produits sont mis là. Donc ça veut dire que tous nos frères musulmans sont libres de consommer ça, alors que nous-mêmes, on ne fait pas cela. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans une démarche de système de management de la qualité, on est sur la qualité des produits. Vous comprenez donc que c'est très grave. Et maintenant, pour mettre en place ces démarches qualité, c'est sûr que les coûts sont souvent élevés. Ailleurs, ils subventionnaient des petites entreprises, nous, pas forcément. Donc, dans les nouvelles orientations, nous travaillons avec d'autres jeunes qui sont en Suisse, qui sont en train de revenir, pour dire comment trouver une solution. Parce que si nous, qui venons, ne proposons pas des vraies solutions, personne ne le fera place. Personne ne viendra de son pays pour construire notre pays. Jamais. Au contraire, il faut tout pour qu'on ne comprenne rien. Donc l'idée était la suivante, c'est que par catégorie de petites entreprises, cette structure utilise ce qu'on appelle des packs.
Un pack pour dire un pack qualité, pour on prend un petit artisan qui a 5 jusqu'à 20 personnes, dès qu'il est dans ce pack qui lui coûte, il peut payer en 3-4 ans, en plusieurs fois, cela, à la fin de ce pack, il est certifié ISO 9001, comme ça se passe. Et dans le pack, il a l'ordinateur, avec le suivi à distance. Parce que lorsqu'on utilise les approches classiques, il y a beaucoup de papier, de paperasse, les gens ne comprennent rien, il faut le relancer, ils courent tout le temps, tous les embêtent. Donc le but, c'était aussi de leur permettre de tout suivre par informatique. En suivant par informatique, vous avez vos stocks mini qui atteignent, on vous relance, vous avez la possibilité de tout gérer. Au lieu qu'au dernier moment, le client vous appelle, vous allez au Sisongo, vous revenez 6 semaines après, tout le monde s'énerve. Donc ce pack permet à des jeunes entrepreneurs de fonctionner. Donc on est dans ce qu'on appelle la formation-action. Formation-action, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à utiliser des produits qui ont fait leur preuve, des outils qui ont fait leur preuve. Donc on ne réinvente pas avec des éléments. Puisqu'on est dans le principe quand on est dans la couture, on a la couture sur mesure et on a la couture sur du prêt-à-porter. Nous avons réfléchi à fond sur le prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter permet de généraliser, de vulgariser et de mettre à la disposition de toute la population, par exemple des costumes et tout ça. Parce que si on restait simplement le sur-mesure, beaucoup de personnes seraient marginalisées et rejetées. Donc comment intégrer cette population? C'est entrera sur ce genre d'approche-là. Concluons, M. Ndébi, avec l'impact et le pouvoir de la certification aujourd'hui pour une meilleure concurrence et ce que peuvent et doivent faire les gouvernements à ce niveau. Ce que peuvent, et ce qu'elles doivent, surtout doivent, parce qu'ils peuvent le faire, c'est de mettre effectivement la vraie loi sur la normalisation, qui mettent les vrais piliers. Une fois qu'ils ont mis tout ça, ça fonctionne. C'est parce que personne n'a vu l'intérêt de ce genre de choses. Je sais que étant acteur ici, nous avons commencé à travailler sur la loi de la normalisation au Cameroun. On a commencé à travailler dessus en 2012. J'étais dans le comité de travaux. En 2023. Pas d'avancée ou on a quand même avancé quelque peu? On a essayé d'avancer en 2019 et puis après c'est... Mais il faudrait peut-être accélérer, vu qu'on entre en plein dans la SLECAF, on risque d'être les bons derniers, M. Ndébi. Justement, on est des bons derniers parce que dans des réunions particulières, les gens croyaient qu'en ayant nos produits, ils pouvaient entrer même au Nigeria. Les gens ne reconnaissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas toute la situation qui a permis de dire que ce produit est conforme. Parce qu'on n'a pas, rien ne démontre que les équipements d'étalonnage sont respectés par rapport à un certain nombre de choses. On ne démontre pas qu'il y a un système d'accréditation des laboratoires. Il n'y en a pas. Donc vous avez dit que oui, c'est certifié par rapport à quoi vous avez créé certains critères, mais les résultats d'analyse sont-ils fiables? Est-ce que les étalons qui ont été utilisés sont-ils fiables, reproductibles? C'est rattaché à quel lien au niveau des étalons internationaux? Vous voyez, donc c'est tout ça qui remet en doute le fait de dire j'ai mis ceci, on regarde, vous n'avez pas cette organisation, cette structure-là, on ne peut pas prendre... Quelqu'un de sérieux ne peut... Vous le dites, il vous demande, vous avez ça, il remet directement en doute ce que vous dites. Merci à vous, Jacques Ndébi, pour ces éclairages et ces explications. Je rappelle que vous êtes l'administrateur directeur général de AB Certification pour l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci parce que ça me permet souvent d'essayer d'apporter des éclaircissements sur des choses qui semblent être évidentes et qui ne sont pas comprises. Et voilà qui marque la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram ou encore sur YouTube. Mais vous pouvez également nous regarder sur le bouquet Star Times, canal 792. À très vite.